Alors, bonjour à tous et merci d'être là et si nombreux. J'étais très inquiète. Comme nous avons une autre table ronde sur America First, je me suis dit ils vont tous aller voir l'Amérique et donc vous faites mentir en fait le titre de cette table ronde qui est la guerre oubliée du Soudan, puisque vous êtes là nombreux pour que justement on puisse en parler tous ensemble. Et donc merci. Et nous avons la chance d'avoir à ce panel trois intervenants que je vais vous présenter qui sont extrêmement qualifiés. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez leur poser. Ce sera la dernière demi-heure de notre intervention. Et nous en avons un qui est donc en ligne, il ne pouvait malheureusement pas être là, qui est Monsieur Ahmedou Ould-Abdallah. Donc en Afrique, on commence toujours avec les aînés, comme vous savez. Donc je vais commencer par lui rendre hommage et vous le présenter. Monsieur Ahmedou Ould-Abdallah est en Mauritanie. Aujourd'hui, il dirige un centre spécialisé sur les questions donc, de sécurité pour le Sahel et le Sahara, d'où le nom de centre 4S. Sécurité, Sahel, Sahara, etc. Mais surtout, il a fait une carrière aux Nations Unies absolument remarquable, puisqu'il a été bien sûr ministre des Affaires étrangères dans son pays, la Mauritanie, à la suite de quoi il a été nommé dans plusieurs postes très critiques, donc par le secrétaire général des Nations Unies qu'il a représenté, à commencer par le Burundi, peu après le génocide, même avant je crois, et bien surtout il a créé le premier bureau régional à Dakar, qu'on appelait UNOVOA, qui existe toujours, du Conseil de sécurité des Nations Unies, du secrétariat général, et il a été aussi en poste en Somalie, et il connaît très bien le Soudan, où il a fait plusieurs missions à la demande, à l'époque c'était Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Donc, bonjour monsieur, nous vous voyons. Bonjour. Voilà, et donc on aura de sa part des éclaircissements en termes de solutions. Ce sera la deuxième partie de cette table ronde sur justement toutes les rivalités régionales, puisqu'il connaît très bien ce sujet, ainsi que les solutions par rapport aux Nations Unies, etc. Voilà. Donc je commence par vous présenter les panélistes qui sont présents. Donc nous avons d'abord monsieur Souleymane Abagana, qui est le directeur des programmes et opérations à l'international du Secours Islamique France, le CIF. Monsieur Abagana est du Niger, mais ça fait très longtemps qu'il vit en France, plus d'une trentaine d'années, et il est donc l'humanitaire du panel, qui est dans le conflit oublié du Soudan, l'une des questions fondamentales, puisqu'il nous expliquera que le Soudan a quand même le triste privilège de compter le plus grand nombre, ça se chiffre en millions, de déplacés, et que les victimes, en termes de droits humanitaires et en termes humanitaires, sont extrêmement importantes. À côté de lui, c'est le Soudanais du panel et nous sommes très heureux de l'avoir parce qu'il va nous apporter la voix du terrain et la voix surtout de la société civile qui, comme vous le savez, est l'apanage de ce forum, puisque ce forum permet à la société civile de s'exprimer dans les relations internationales. Ce n'est pas toujours le cas et on en a besoin aujourd'hui de plus en plus. Donc c'est monsieur Ahmad Jamal, qui est donc le fondateur de Sudfa Media. Il vous expliquera ce que c'est. C'est une plateforme qui porte la voix des Soudanais, la société civile soudanaise, et qui fait que justement que grâce à ses écrits, grâce à tout ce qu'il fait, y compris auprès de l'instigateur de cette table ronde, qui est l'Institut du monde arabe, en termes de culturel, de faire revivre la culture du Soudan, eh bien on ne l'oublie pas. Il y contribue grandement. Et donc à côté de lui, monsieur Clément Deshaies, qui est donc chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et qui est considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de tous les clivages dans la société soudanaise, qui est un grand pays, comme vous savez, 3 fois et demi la France, avec toutes ses composantes ethniques, tous ses clivages, puisqu'il a beaucoup travaillé au moment de sa thèse de doctorat ou bien au niveau des premières recherches. Il nous en dira plus sur tout ce qui a amené à la révolution de 2019. Et je suis certaine que vous avez tous en mémoire, j'essaierai de lui rendre hommage à la fin de ce panel, avant ou après vos questions, à cette grande figure, la Dame en blanc, que tout le monde connaît la photo quand elle est sur la voiture et elle exhorte la foule au moment de la révolution. On y reviendra. Alors,
vous aurez demain un atelier de handicap international qui vous donnera les derniers chiffres absolument catastrophiques des victimes des mines. Vous pourrez y assister. Ça sera un complément fort utile donc à cette table ronde. Les chiffres qui nous remontent de Médecins sans frontières, ceux de Handicap International, sont absolument catastrophiques. Le nombre de victimes, le nombre de blessés, le nombre de tués, le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter dans ce conflit donc qui le coup d'État donc 2019 la révolution, 2021 le coup d'État, 2023 le conflit des généraux, ce que j'appelle le conflit des généraux, mais on va affiner entre donc les deux généraux, ceux des forces armées soudanaises qu'on va appeler FAS pour des questions de commodité. Donc son leader c'est le général Al-Bourhan, qui est donc censé représenter une certaine légitimité, l'est-il? Nos panélistes nous le diront. Et en face, vous avez les forces soudanaises rapides, forces de sécurité rapide, FSR, forces de soutien rapide, qu'on va appeler FSR, à la tête desquelles vous avez le général Hemeti Doulouglou, c'est ça? Dagalou, voilà, Dagalou, Hemeti Dagalou, donc on va appeler FSR pour plus de commodité. Et ces deux généraux étaient amis, ils ont contribué à faire tomber donc El-Bachir en 2019, qui était donc le sens de la révolution, et à la suite de quoi ils devaient contribuer à construire un nouveau Soudan, et c'est pas du tout ce qui s'est passé, et on va revenir plus en détail là-dessus. Mais là, je voudrais rebondir sur l'actualité que je viens de vous présenter, tous ces chiffres qui viennent de sortir, qui sont de plus en plus catastrophiques. Comme je vous le disais, M. Souleymane Abagana est l'humanitaire de ce groupe, et donc j'aimerais, puisque le CIF est présent depuis très longtemps au Soudan, l'est toujours, ce qui est quand même assez admirable, je voudrais que vous preniez la parole pour nous donner les dernières informations en termes humanitaires donc du terrain. La parole est à vous. Merci de me donner la parole. Merci à tout le monde présent dans cette salle d'assister à cette table ronde, bien sûr. Le Soudan, on y est toujours. Mais la situation, vous l'avez dit, c'est très compliqué sur le terrain. Pour atteindre les bénéficiaires, c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des armes qui se sont pas tues, toujours. Même si on dit ce vocable, fameux vocable oublié, c'est peut-être oublié médiatiquement. La preuve que ce n'est pas oublié de tous est cette conférence aujourd'hui consacrée au Soudan, que tous les acteurs qui au quotidien sont auprès, notamment humanitaires, sont auprès des populations soudanaises, démontrent aussi qu'il y a une grande partie du travail qui est fait sur le terrain qui, lui, n'est pas oublié. Bon, c'est vrai que par rapport à la crise qu'on connaît au Soudan, que l'ONU qualifie de la pire crise humanitaire actuelle comparée à d'autres, même si on n'aime pas trop, nous, dans notre monde humanitaire, comparer les crises, parce qu'aucune crise n'a honnêtement raison d'être, surtout quand il s'agit de conflits avec toutes les atrocités que cela génère. C'est quand même l'une des crises, ou la crise la plus dramatique au monde actuellement. Malgré la médiatisation des autres zones de conflit, Liban aujourd'hui, la Palestine, l'Iran, etc. Au Soudan aujourd'hui, le nombre de déplacés se compte par millions. Il y a aujourd'hui 15 millions de déplacés internes. Je ne compte pas les personnes qui sont sorties du Soudan, notamment vers les pays voisins comme le Tchad, où là aussi nous accueillons des réfugiés qui traversent, comme vous le savez, des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres avant d'atterrir dans des conditions mais inqualifiables, dans des camps en plus de fortune. C'est une catastrophe qui ne dit pas son nom. Donc oublié effectivement médiatiquement, mais pas oublié, pas que par les organisations humanitaires, par mes collègues chercheurs ou même personnes qui se battent activement localement avec des organisations locales, avec les populations, y compris à distance. Ceux-là n'ont pas oublié. Et il n'y a pas longtemps, il y a aussi quand même, il faut le noter, des conférences, y compris de levée de fonds
pour aider les populations soudanaises. Le président Macron, je me souviens, je crois que c'était à l'anniversaire du départ de la guerre, avait aussi invité les pays du monde à pouvoir lever des fonds pour le Soudan. Et il n'y a pas longtemps, à Berlin aussi, en Allemagne, il y a eu une grande conférence sur le Soudan. Donc, oubliez, nous, pourquoi on est frustrés par cette crise qui est l'une des pires au monde, ou la pire au monde, ça n'est pas du tout évoqué dans les médias. Aujourd'hui, on ouvre l'actualité, vous êtes comme moi, on va parler, bien sûr, de l'Iran, on va parler de la Palestine, on va parler d'Israël, on va parler du Liban, mais le mot Soudan ou la guerre au Soudan, c'est peut-être une fois tous les 3 mois, et peut-être même moins. Donc effectivement, pour nous qui sommes humanitaires, qui nous battons sur le terrain, et je n'exclus pas tous les autres qui sont sur le terrain avec nous, quel que soit le domaine, on est vraiment frustrés et sidérés par l'atrocité qu'on voit sur le terrain et le traitement médiatique qui en est fait. Donc en cela, effectivement, c'est oublié, mais nous, ça reste quand même toujours quelque chose qui nous préoccupe. Voilà un peu. Et donc sur le terrain, l'action est très difficile. On continue nos projets malgré tout. Il y a des bombardements, y compris dans les camps. Mais dès que les bombardements se sont tus, nos équipes sortent. Nous aussi, du siège de l'étranger, on va accompagner ces actions-là pour pouvoir accompagner nos collègues sur le terrain. Mais on se bat sur le terrain pour apporter assistance, ce qui n'est pas du tout suffisant. C'est vraiment, pour être honnête avec vous, une goutte d'eau dans la mer. Alors, donc, juste pour notre audience, puisque vous avez une présence qui a duré depuis le départ, comment vous qualifieriez la situation humanitaire aujourd'hui? Pire, stabilisée, en progrès? Comment dire? Ça va crescendo et ça redescend et ça repart. Comme dans toute guerre, vous allez me dire. Au départ, quand ça a commencé, nos équipes étaient sur le terrain, comme tous les humanitaires partout. Hein. Ça a commencé à... Et je disais, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Madame Holzbauer le rappelait au début, c'était 2 collègues, hein, ces généraux, si on les appelle comme ça, c'était 2 collègues qui travaillaient ensemble, ce n'étaient pas des inconnus. Et ils avaient même contribué à faire partir l'ancien régime dans le but de, effectivement, révolutionner la situation et faire repartir le pays. Et patatras, d'un coup, d'un seul, nous, on n'a rien vu venir, honnêtement. Ça a commencé à exploser de partout. Donc, on avait des équipes à l'intérieur de Khartoum, on ne pouvait pas les sortir. On a dû, nous dans le jargon, excusez-moi, malheureusement, on est obligé d'utiliser certains jargons, on a dû hiberner nos équipes dans des endroits sécurisés pendant des mois et des mois avant de pouvoir les sortir. Certains ont dû faire des kilomètres à pied pour pouvoir être récupérés ensuite dans des bus pour arriver au port Soudan. Le port Soudan, à l'époque, c'était l'endroit, le seul quasi qui pouvait, nous en tout cas de ce que nous pouvions faire, qui pouvait nous accueillir sans grand danger. Alors, Ahmad, vous qui avez vécu donc, la révolution soudanaise de l'intérieur, celle de 2019, je pense que vous avez une analyse peut-être un peu plus proche des populations et de ce que les Soudanais voulaient vraiment, veulent vraiment aujourd'hui. Donc, pour vous, la situation que l'on vit aujourd'hui, qui est une situation en fait bon, pas de guerre de tranchées, mais de guerre de généraux, pour simplifier, comment vous la qualifieriez, comment vous l'expliqueriez et comment a-t-elle évolué depuis 2019? Bonjour et merci d'être là. Merci également à l'Institut de Monde Arabe pour l'intérêt qu'il porte pour le Soudan. En essayant de visibiliser cette cause, en fait, voilà, qui reste quand même invisible dans le monde, mais en France en particulier. En prenant le train pour venir ici, j'ai parlé avec un ami que je lui dis je vais à Normandie, à Caen, pour intervenir dans une conférence intitulée Soudan, les guerres oubliées. Et il m'a questionné en me disant t'es sûr que c'est oublié et c'est pas ignoré? Donc à ce moment-là, j'ai réalisé en fait que c'est vrai
que peut-être c'est quelque chose en fait voilà qui est ignoré en fait voilà en faisant exprès en fait voilà d'invisibiliser et de ne pas regarder en fait voilà cette situation qui est une situation très compliquée voilà comme notre voilà, camarade vient d'expliquer. Malheureusement, je n'ai pas vécu la révolution de l'intérieur. Moi, je fais partie de la diaspora soudanaise qui ont dû quitter leur pays en fait avant le début de cette mobilisation révolutionnaire. J'ai regardé, j'ai observé cette mobilisation de l'étranger avec beaucoup de fierté, mais aussi avec beaucoup de tristesse. De tristesse de ne pas pouvoir voilà, être présent et participer en fait voilà, à ce moment qui a été un moment exceptionnel là, pour nous, voilà, les Soudanais. Mais aussi, c'était un moment de fierté. D'ailleurs, au moment où la mobilisation révolutionnaire a commencé, j'étais à Lyon, à peine d'arriver en France à l'époque. Et je me souviens qu'en fait, voilà, quand je prenais le métro, c'est toujours avec une tête haute, en fait. Voilà, c'est comme un citoyen américain. Donc voilà, c'était vraiment un sentiment de fierté, le fait de voir, en fait, voilà, mon pays se révolte, en fait, voilà, après 30 ans. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, voilà, on parle de la guerre, on parle de telle situation humanitaire, en fait, voilà, qui vient d'expliquer. Et les questions qu'on se pose, comment on a basculé de ce moment révolutionnaire, en fait, voilà, qui était extraordinaire, en termes de revendication, mais aussi en termes d'organisation politique, vers une guerre dévastatrice comme on est en train de vivre aujourd'hui. En 2018, en fait, voilà, pour le contexte, en 2018, et plus précisément, en décembre, il y a eu une mobilisation révolutionnaire éclatée au Soudan. Cette mobilisation révolutionnaire a éclaté à la suite de 3 crises majeures. Crise économique, crise politique et crise sociale. À ce moment-là, les Soudanais, majoritairement en fait, voilà, des jeunes comme vous, ils ont décidé en fait de descendre dans l'euro. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Soudanais, comme les autres, en fait, ils observent et regardent en fait, voilà, le monde dans sa progrès. Ils regardent en fait, voilà, le mouvement social dans le monde, en fait, qu'ils essayent de faire avancer les choses, que ce soit en fait, voilà, au niveau écologique, que ce soit au niveau en fait, voilà, de l'égalité sociale ou bien au niveau de la démocratie, etc. Et donc, voilà, ils ont dit ce ne serait pas possible de vivre dans un pays qui est gouverné par un seul homme depuis 30 ans. Donc voilà, ils ont descendu dans l'euro, ils ont mené une révolution. Et cette révolution, elle se déroulait pendant 4 étapes principales. J'essaye voilà, de faire simple, en fait, en essayant de poursuivre le parcours de la révolution de son départ jusqu'à le moment où la guerre a déclenché. La première étape que je qualifiais comme la première vague de la mobilisation révolutionnaire, et qui a commencé en décembre 2018 et qui a continué jusqu'en juin 2019. Pendant cette période, il y a 4 éléments importants à retenir. Le premier, c'est le chute d'Omar al-Bashir. Après plusieurs mois de contestation et de manifestations, malgré les répressions, mais la détermination du peuple soudanais était beaucoup plus forte de répression de l'ancien régime. Donc voilà, ils ont pu faire tomber le régime d'Omar al-Bashir qui a été au pouvoir pendant 30 ans. Un autre élément important, cette période est marquée par des répressions très fortes, et notamment en fait, voilà, contre les manifestants, qui a fait en fait un bilan très lourd en termes de pertes humaines, mais aussi en termes de disparitions et d'arrestations, etc. Un autre élément important, c'est le montée du Conseil des militaires au pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Omar al-Bashir a été destitué, les forces armées ils ont décidé en fait de récupérer le pouvoir. Et donc c'était une des premières stratégies qu'ils ont mis en place et par lesquelles ils ont essayé de confisquer la mobilisation révolutionnaire du peuple soudanais. Et donc voilà, c'est une leçon ou c'est une stratégie qui même c'était bien visible en fait voilà, pour les manifestants et qu'ils nous a essayé en fait de faire croire qu'ils sont là pour nous accompagner, qui sont là pour nous guider en fait dans la réalisation des objectifs révolutionnaires. Alors qu'en fait, il s'agit d'une récupération politique en fait de cette mobilisation qui a été très radicale dans sa nature. Et donc voilà, à ce moment-là, mais aussi, un autre élément important, c'est l'accord ou un accord en fait qui a été signé entre les civils d'un côté et les forces armées de l'autre côté, qui consiste de mettre en place un gouvernement de transition. Ce qui m'amène en fait de parler de 10e étape de cette mobilisation révolutionnaire
et que j'ai qualifié par le gouvernement de transition. Pendant cette période de gouvernement de transition où le pouvoir a été partagé entre l'armée d'un côté et les forces civiles de l'autre côté, il y a quelques éléments à retenir. Le premier, c'est le montée en puissance de la force de soutien rapide. Cette force, en fait, voilà, qui a été créée à l'époque d'Omar al-Bashir et qui a bénéficié, voilà, de beaucoup de soutien, en fait, voilà, pour que devienne une force assez importante. Il a monté en puissance, en fait, de manière beaucoup plus importante, en fait, voilà, que la période précédente, pendant le gouvernement de transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a profité des fragilités de la situation politique au pays, mais aussi il a profité en fait voilà, de l'absence en fait voilà, de contrôle, etc. Et donc voilà, il a recruté massivement de soldats. Aussi, il a pu développer des liens et des relations avec pays d'étrangers. Un autre élément important à retenir pendant cette période de transition, une division au sein de forces révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le régime est tombé, les gens ils étaient plus unis. Ils étaient plus en fait ensemble. Donc à ce moment-là, chacun il a essayé de mettre en place son projet politique. Même si on est descendu dans le rue massivement pour réclamer le chute du régime, mais quand même c'était pas pour les mêmes motifs ni pour les mêmes projets. Ce qui a provoqué en fait une division au sein de forces civiles. Troisième maintenant. Oui, je vais accélérer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, ça c'est deux éléments importants à retenir pendant le gouvernement de transition. Et le troisième, c'est le coup d'État. Au milieu de ce gouvernement, au milieu de cette période de transition, il y a eu un coup d'État en fait qui a été mené par l'armée soudanaise et la force de soutien rapide. Ce qui a déclenché la deuxième vague de la mobilisation révolutionnaire au Soudan et la troisième étape de cette mobilisation. Cette période, en fait, est marquée par la radicalité et le retour massif, en fait, voilà, des syndicats et des partis politiques et l'organisation de quartiers, etc. La mobilisation a continué malgré les répressions, malgré les défis, malgré tout, mais quand même, elle a continué avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de colère, à la fois contre le coup d'État, mais à la fois pour aller jusqu'au bout dans la réalisation des objectifs de la révolution. Une minute, j'arrive. Et puis voilà, la mobilisation a continué jusqu'à le moment où la guerre a été déclenchée. Donc voilà, si on regarde la trajectoire de la mobilisation révolutionnaire au Soudan, on se rend compte en fait que cette guerre s'inscrit dans le cadre d'une guerre contre la révolution, dans le sens où il y a des stratégies qui ont été mises en place auparavant par la force armée pour entraver et pour stopper la mobilisation révolutionnaire. Cette stratégie, comme je disais tout à l'heure, la première, c'était la stratégie de récupération politique, que ce n'est pas marché. Le deuxième, en fait, c'était de mettre en place un gouvernement civil et qu'on va le mettre, en fait, de défis, d'obstacles, en fait, et que ça n'a pas marché non plus. En plus, voilà, ils ont décidé de faire un coup d'État et que ça n'a pas marché toujours. Et le quatrième, en fait, voilà, stratégie, et que l'on pensait, et que malheureusement, c'était la stratégie la plus efficace, c'était la guerre. Donc, voilà, cette guerre, il ne s'agit pas seulement d'une guerre civile, quand on laisse entendre, en fait, voilà, ici, dans, voilà, comme on l'entend ici, mais pour autant, en fait, c'est une guerre qui s'inscrit dans le cadre d'une guerre contre la révolution. Je m'excuse pour le... Je vous en prie, merci beaucoup. C'était, je pense, très éclairant pour toute l'audience de refaire un petit peu cette historique à partir de la Révolution. Alors, Clément Deshaies, qui est donc le chercheur le plus en pointe aujourd'hui en France, travaille pour l'Institut des relations de IRD. Pour l'IRD, voilà. Recherche pour le développement. Recherche pour le développement. Donc, par rapport à ceux qui ont regardé dans le programme, juste j'explique, Madame Raphaëlle Chevrillon-Guibert, qui est une collègue de Monsieur Clément Deshaies, qui est aussi une spécialiste du Soudan, il n'y en a pas beaucoup en France, donc ils sont précieux, a eu un empêchement de dernière minute et nous avons du coup la chance d'avoir Clément. Alors, je vais vous donner la parole, mais juste pour vous lancer, comme on dit dans mon jargon, quand nous avons échangé en amont de cette table ronde, je sais que vous n'avez pas du tout aimé quand j'ai dit que cette guerre, quand j'ai parlé donc de conflit des généraux, parce que pour vous, il y a beaucoup plus de complexité, il y a tout un contexte antérieur qui est à la fois basé sur la taille du Soudan, sur la différence de ses populations, sur sa structuration géographique qui a été porteuse de conflits. Vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation au pied levé pour remplacer Raphaël. En effet, parler de guerre des généraux, c'est ce qui participe en partie à l'invisibilisation du conflit parce que ça le dépolitise. Or, le conflit au Soudan, comme ça vient d'être dit par mon collègue Ahmad Gamal, est un conflit politique. C'est un conflit politique pour plusieurs raisons. C'est un conflit politique parce que c'est un conflit qui est contre-révolutionnaire, qui vient essayer de clore une période révolutionnaire par des acteurs armés. Et deuxièmement, c'est un conflit politique parce que ce sont des groupes qui s'affrontent, donc l'armée et les forces de soutien rapide, qui ont des bases sociales qui se sont construites historiquement et qui ont chacune de ces bases sociales une volonté de conquérir le pouvoir. Alors la volonté de conquérir le pouvoir, elle est des deux côtés, mais elle n'est pas du côté de deux individus. Elle est fondée, elle est basée sur des groupes sociaux qui sont antagonistes aujourd'hui au Soudan. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre cette idée. Premièrement, le Soudan, au moment de la révolution, sort d'une période de 30 ans de régime qu'on a qualifié de militaro-islamiste. Et c'est important de parler de régime et pas d'Omar el-Béchir seulement. On voit bien en Iran actuellement la différence entre un dictateur et un régime stabilisé qui s'appuie sur des cadres et un certain nombre de militants et d'habitudes de gouverner. C'était le cas au Soudan avant la chute d'Omar el-Béchir. Et d'ailleurs, si l'armée a été capable de se maintenir pendant la Révolution, si un certain nombre de cadres de l'ancien régime ont réussi à se maintenir pendant la Révolution, c'est parce que ce régime était enraciné dans la société soudanaise depuis 30 ans. Donc ça, c'est un premier point qui est très important à comprendre. Et c'est un point important à comprendre aussi pour voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui est aussi contre-révolutionnaire, ou en tout cas qui est une guerre pour finir la page révolutionnaire. Ensuite, ce conflit, il n'apparaît pas comme ça par hasard. Ces groupes sociaux, ils ont été créés depuis longtemps, depuis la période de l'indépendance, et il faut revenir sur, je dirais, 3 processus que je vais essayer de définir de manière assez succincte. Le premier processus, c'est que depuis la colonisation et dans la période postcoloniale, le Soudan s'est développé de manière asymétrique. C'est-à-dire qu'il s'est développé avec un État fort et puissant au centre du pays, c'est-à-dire dans la région du Nil, avec des élites qui viennent de cette région-là, qui ont capté le pouvoir, mais pas seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Ce sont eux qui ont fourni les cadres à l'armée soudanaise, ce sont eux qui ont capté l'essentiel des ressources et qui ont eu un rapport avec les périphéries du pays, ou avec les marges du pays, donc le Darfour, l'est du pays, le sud, qui est un rapport extractif. C'est-à-dire qu'on gouverne très peu ces zones, mais par contre, on en extrait les ressources, les capitaux, etc. Donc ça, c'est le premier processus qui va induire le second. Le second processus, c'est une histoire de guerre civile, d'insurrection armée, de la part des populations qui vivent dans ces zones dites périphériques, dont on a beaucoup entendu parler pour le Sud-Soudan ou le Darfour, mais il y a aussi eu une insurrection dans l'est du pays. Ces populations, n'ayant pas de moyens d'intermédiation politique, c'est-à-dire d'accès au centre politique via des élections, via de la cooptation, via des notables, n'ont eu d'autre recours que d'essayer de se faire une place dans le Soudan contemporain par les armes à la main. Or, la réaction du centre du pays a été extrêmement brutale par la mise en place de stratégie de contre-insurrection à bas coût, c'est-à-dire en s'appuyant sur des milices locales et sur des populations locales, dont on va créer des antagonismes locaux entre différentes populations, en armer certaines contre d'autres, et ainsi participer à une ethnicisation des conflits. Ethnicisation qui n'est pas forcément antérieure, qui est un processus politique mis en place par le centre du pays. Le troisième processus, c'est plutôt un événement, c'est donc la révolution soudanaise. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ahmad Gamal, parce que je pense que c'était extrêmement détaillé et très bien décrit. Peut-être que j'ajouterai un élément à la révolution soudanaise, c'est que pendant la révolution soudanaise, il y a l'irruption dans le centre du pays des personnes qui viennent des marges. C'est-à-dire que
Hemeti, le général Hemeti, qui est issu du Darfour et de la guerre du Darfour, et donc de la contre-insurrection au Darfour, se fait une place dans le centre politique à Khartoum. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des signataires d'accords de paix qui viennent des rébellions du Darfour et de d'autres endroits du pays, qui vont être associés à la période de transition. Et il y a une reconfiguration à ce moment-là qui est assez importante dans la politique soudanaise, qui est à la fois la fin de l'ancien régime, ou la reconfiguration de l'ancien régime, et l'irruption de groupes politiques et militaires qui viennent des marges du pays. Et je finirai en parlant un tout petit peu de cette question des groupes sociaux. Le général Hemeti est un arabe du Darfour et est soutenu par les Arabes du Darfour, puisque ces populations, alors au Soudan, historiquement, les populations qui ont eu le pouvoir sont des Arabes de la région riveraine. Il y a énormément de groupes communautaires différents au Soudan. Or, les Arabes du Darfour sont aussi des gens qui ont été marginalisés depuis la colonisation. Et ce groupe social voit dans la figure des Métis et des RSF une occasion de prendre une revanche historique, et la seule occasion, ou la première occasion qu'ils ont de leur histoire, de pouvoir avoir un accès au pouvoir, au centre du pouvoir. Et de l'autre côté, l'armée soudanaise voit cette tentative comme une remise en cause historique de son poids, de sa situation, et y compris des caractéristiques sociales de ces généraux. Et donc elle a pu bénéficier, alors que pendant la Révolution, l'essentiel de la population s'était soulevé contre l'armée soudanaise. Aujourd'hui, depuis le début de la guerre, une grande partie de la population nord-soudanaise, donc des gens qui vivent dans la vallée du Nil, sont revenus vers le soutien à l'armée, puisque c'est l'institution qui les représente le mieux face aux forces de soutien rapide. Alors j'espère que je n'ai pas été trop complexe. Si vous avez des questions, je serais très heureux de pouvoir y répondre après. On garde ça pour la fin. Merci Clément pour ce très beau tableau, juste pour la compréhension du public, parce que FSR, c'est le sigle donc, en français, et Clément disait RFS, parce que souvent on utilise le sigle en anglais. On parle bien des mêmes. On parle bien donc des forces qui s'opposent aux forces armées soudanaises, hein, les FAS, voilà, pour qu'on s'y retrouve tous. Donc merci pour cette présentation. Et évidemment, je garde le meilleur de la fin pour ce premier tour de table avec Monsieur Oulabdallah. Vous nous entendez, Monsieur Oulabdallah? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui, bonjour. Je vous ai présenté longuement avant que vous ne soyez en ligne, donc inutile de le refaire. Tout le monde sait qui vous êtes. Et alors, j'espère que vous avez pu suivre les débats. Les présentations ont été passionnantes. Donc, j'ai gardé pour vous, en fait, la dimension déjà sous-régionale de ce conflit, parce que le Soudan n'est pas dans un vacuum, il est dans une région extrêmement chaude et compliquée. Donc, j'aimerais, compte tenu de votre expérience, du fait que vous avez été donc en poste, vous êtes allé, vous avez fait une mission au Soudan, vous me disiez sous Ban Ki-moon, et également vous avez été donc nommé en Somalie, que vous nous expliquiez un petit peu les rivalités régionales qui, d'une certaine façon, jettent de l'essence, sans faire de mauvais jeu de mots, sur le feu de toutes ces divisions ethniques, de cette manipulation des groupes ethniques, et qui fait que le conflit au Soudan perdure également, dans un premier temps au niveau donc sous-régional. Oui, on vous entend très bien. Allez-y, allez-y.
Est-ce que... Monsieur, oui, monsieur, je voudrais quand même vous relancer un petit peu parce que vous avez fait allusion, bien sûr, à l'or. On sait que votre centre 4S a publié plusieurs articles sur l'or trafiqué, l'or qui part. Or, l'un des plus gros pourvoyeurs d'or trafiqué, c'est justement le Soudan, qui alimente vraisemblablement justement les belligérants. Mais je voulais vous poser la question sur le contrôle des voies navigables stratégiques de la mer Rouge, ou bien l'accès aux ressources en or et en minerais. En quoi cela alimente-t-il les divisions internes et la guerre civile interne ? Ok, merci beaucoup, monsieur. Je reviendrai vers vous pour les solutions. Alors, je me retourne maintenant à nouveau, on refait un tour de table vers notre humanitaire. Par rapport à tout ce dont on vient de parler, par rapport à ce constat sur les divisions internes, sur les rivalités géopolitiques régionales et bien sûr internationales, l'humanitaire que vous êtes souhaite quoi quelle sorte de solution vous appelez de vos voeux pour sortir de ce conflit? Pour être trivial, on souhaiterait que ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, un monde sans guerre, ça va être qualifié tout de suite d'utopie. Non, avant de répondre à votre question, pour rebondir par rapport aux échanges qu'il y a eu là, le fait ethnique et tribal, souvent dans les conflits, notamment africains, c'est un chiffon rouge, hein, en réalité, qui est un peu agité pour orienter le regard ailleurs. Ces ethnies-là, tant qu'il n'y a pas le fait économique, c'est-à-dire des ressources naturelles dans ces pays-là, qui vient déclencher la guerre et l'alimenter ensuite par le mécanisme du financement que ça produit, ces ethnies, différentes soient-elles, vivent tout à fait en harmonie ensemble. Bon, donc ceci étant dit, nous, ce qu'on souhaite, en l'état actuel des choses, puisque en tant qu'humanitaire, ni en tant que chercheur, ni activiste, on n'a pas de pouvoir pour faire arrêter les choses. Moi, personnellement, je demanderais au moins à ce que le droit humanitaire international, qui est actuellement bafoué de partout, soit au moins respecté. Pourquoi je demande ça? Même pas pour que la guerre s'arrête, puisque le conflit est parti, on n'a pas le pouvoir de l'arrêter, etc. Pour qu'au moins action humanitaire puisse aussi servir sur le terrain, qu'on puisse accéder aux bénéficiaires pour pouvoir leur apporter la petite aide que j'avais qualifiée de goutte d'eau dans la mer. Tant que les armes continuent et de façon indiscriminée ciblent toutes les populations, y compris civiles, qui ne sont pas armées, des femmes, des enfants, les atrocités d'Al-Fasher qu'on a vues en fin octobre 2025, c'est quelque chose d'incroyable à voir dans notre humanité, malheureusement. Et donc, on va assister à des situations de sidération. Ce que nous demandons, c'est comme ils sont capables, pour revenir encore à cette histoire de ressources qui déclenchent et qui alimentent la guerre, ils sont quand même capables, y compris dans ce contexte de guerre, d'avoir des accords tacites entre eux,
les groupes, les différents groupes, FSR, FAS, tout ça, avec y compris le Soudan du Sud, pour que les infrastructures, notamment pétrolières, ne soient pas attaquées, par exemple. Pourquoi on ne peut pas faire d'accord tacite en tant qu'humain pour que, par exemple, des camps de déplacés internes où il n'y a quasiment pas d'hommes, parce que tous sont soit tués parce que combattants, soit engagés dans les combats, pourquoi ces camps-là où on n'a que des femmes et des enfants ne peuvent pas être, par accord tacite également, ne pas être touchés, par exemple. Ouais. Donc c'est des choses simples qu'on demande pour que les populations qui, elles, ne font pas partie du conflit ou ne sont pas parties au conflit puissent être au moins aidées dans ce laps de temps humanitaire. Oui, que l'on arrête d'une certaine façon de prendre les populations civiles en otage, ce qui est le cas, et notamment la violence contre les femmes et les enfants. Ouais. Ahmad Jamal, on a beaucoup parlé du Darfour. Vous êtes originaire d'El Fasher. Je voulais avoir un petit peu votre retour, votre sentiment, parce que là, nous, on s'est un peu focalisé sur le conflit entre les deux généraux et les sources, mais surtout depuis la Révolution. Le Darfour a été très très longtemps en guerre, été instrumentalisé par al-Béchir. La souffrance des populations a été très importante. Néanmoins, vous continuez. Donc la population civile a été décimée. Moi, j'étais dans les camps au Tchad où on recevait les gens du Darfour poursuivis par les fameux Janjavides, là, les tribus arabes qui les massacraient. J'ai vu ça de mes propres yeux. En fait, ma question, c'était, vous continuez à croire que la société civile peut faire la différence. Ça n'a pas été le cas pour le Darfour. Et sur quoi vous fondez vos espoirs, d'une certaine façon? Eh ben, cette guerre, même si il a fait tout ce qu'on entend aujourd'hui, voilà, en termes de situation humanitaire, mais aussi des catastrophes humanitaires toujours, et politiques et économiques. Je pense que le premier perdant de tout ça, c'est la société civile et la force révolutionnaire, en fait, au Soudan. Dans le sens, avec le début de cette guerre, en fait, il n'est pas resté seulement entre les deux généraux, mais quand même, il a impacté la société civile et la force révolutionnaire, dans le sens où les mêmes groupes révolutionnaires qui manifestaient à côté et qui ont chanté les mêmes slogans et porté les mêmes espoirs, aujourd'hui, en fait, il y a une division très dangereuse au sein de ce groupe, notamment, en fait, quand on voit, il y en a certains qui sont rejoignés la force de soutien rapide, les milices, en partant de principe qu'en fait, depuis toujours, dans l'histoire du Soudan, ce qui était devant l'obstacle de transition démocratique, c'était l'armée soudanaise. Donc voilà, aujourd'hui, nous, par de choix pragmatiques, on se bascule, on se positionne plutôt aux côtés des forces de soutien rapide pour se battre en fait contre l'armée soudanaise, pour des raisons qui sont plutôt pragmatiques. Alors qu'il y en a d'autres en fait qui sont basculés plutôt aux côtés de l'armée soudanaise et en basant sur un discours selon lequel on est face à une milice en fait qui est très dangereuse, une milice en fait qui porte un projet raciste et qui porte en fait des agendas étrangers. Donc voilà, c'est très dangereux de laisser le pays en fait dans le main de cette milice en fait, qu'on le voyait. Ils n'hésitent pas à massacrer la population, de brûler des villages et commettre en fait des crimes contre l'humanité, en l'occurrence en fait dans les régions de Darfour, etc. Mais la bonne nouvelle en fait, même dans ce moment de bruit en fait de la guerre qui est très forte, quand même il y a une grande partie de la société civile est restée rationnelle, dans le sens où ils ont continué à appeler toujours au retour au calme et au retour au point de départ de la révolution, qui était paix, liberté et la justice. Ce travail, en fait, porté par des Soudanais qui sont restés à l'intérieur, parce que là, il a parlé de 15 millions de personnes qui sont parties à l'étranger, mais il y en a beaucoup qui ont fait le choix de rester au Soudan, de se battre, de refuser en fait de cette logique de la guerre, de faire partir en fait de la population de chez eux et laisser les places pour les généraux pour se battre.
Donc voilà, il y a des gens qui ont fait un choix courageux de refuser en fait voilà, de partir et rester. Mais pour rester, le choix, c'était pas facile. Pas facile parce qu'on parle d'un pays qui est très fragile. On parle d'un État qui s'est déclaré absent dès le premier jour de la guerre. On parle de l'abondance totale de l'épargne de le monde entier de la population en fait, de la soudanaise. Donc voilà, ils ont dû s'organiser en tant que civils en basant sur l'organisation révolutionnaire en fait, qu'ils ont mené ce combat qui a été passionnant en fait, voilà, pendant la mobilisation révolutionnaire, en convertant ces organisations révolutionnaires vers d'organisations plutôt humanitaires. Mais humanitaires toujours avec des vocations révolutionnaires et avec des approches en fait, voilà, progressistes, voilà, comme des approches décoloniales, etc. Ce travail en fait de Soudanais de l'intérieur est supporté toujours par la diaspora. Parce que la diaspora soudanaise, quand même, c'est une force qui est assez importante et qui quand même, voilà, dès le premier jour en fait, voilà, de cette guerre, ils se sont mobilisés en fait, voilà, à la fois pour porter la voix du Soudan au sein de la communauté internationale ou dans les pays où ils sont, mais à la fois pour réduire en fait, voilà, l'effet de la guerre sur la population. Parce qu'on savait qu'on était abandonné, on savait que voilà, la guerre ou la vie des Soudanais en fait, ne comptait pas, en tout cas voilà, comme les vies des autres. Donc voilà, c'était nécessaire pour nous en tant que diaspora de s'organiser. En l'occurrence, il y a le Soudanais en fait, voilà, de France en fait, voilà, et qui essaye en fait, voilà, de s'organiser. S'organiser en fait, c'est toujours avec des approches en fait, qui sont assez importantes et qui varient d'un pays à l'autre. Quand on regarde par exemple le Soudanais de France, dans le contexte où il y a cette mobilisation en fait, voilà, cette mobilisation dans le cadre de solidarité internationale pour plusieurs pays, les diasporas soudanaises, ils se mobilisent pour imposer la cause soudanaise. C'est comme un des agendas qui mérite d'être vu, qui mérite en fait d'être visibilisé, etc. Alors qu'en fait, il y a d'autres mobilisations qui sont importantes, et notamment de la part de Soudanais en Angleterre. C'est là où il y a le diaspora soudanaise, le plus ancien en fait, dans ce pays en fait, voilà, qui a colonisé le Soudan. Donc voilà, la diaspora soudanaise, là-bas, ils essayent de questionner en fait, voilà, les mémoires coloniales, tout en s'intéressant de comprendre en fait quel est l'héritage ou quel est l'impact de l'héritage colonial dans les situations actuelles. Un autre exemple qui est important aussi de cette mobilisation de Soudanais en fait, voilà, aux États-Unis, dans ce contexte où les questions de race qui est assez importante. Donc voilà, le voix qu'on entend depuis là-bas, cette voix, en fait, voilà, qui consiste à dire que s'il y a une invisibilisation vis-à-vis de la situation au Soudan aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a cette hiérarchisation raciale en fait, dans le monde. Et donc, voilà, le fait que les Soudanais soient, voilà, des Africains, noirs, et parler dans une langue qui n'est pas très compréhensible pour des gens ici. Donc, voilà, c'est les raisons pour lesquelles on ne s'intéresse pas, voilà, à leur cause. Donc, vraiment, quand on voit la spécificité et les particularités en fait, voilà, de chaque mobilisation de la diaspora à l'étranger, et qui toujours en fait, voilà, essaye d'intervenir à la fois en fait, voilà, pour réduire cet effet voilà, de la guerre au niveau humanitaire, mais aussi de visibiliser cette guerre en fait, voilà, au niveau politique. Mais je pense que vous comme moi, et vous aurez sans doute des questions du public, une révolution, ça ne se fait pas de l'extérieur. Ça se fait dans le pays. Et si la diaspora peut aider, à un moment donné, il faudra se battre dans le pays pour l'amener à terme, cette révolution. Alors, Clément, il y a une dimension dont on n'a pas du tout parlé. Pour faire la guerre, il faut des armes. Et on a un grand problème au Soudan parce qu'en fait, on trouve beaucoup d'armes européennes. Comment se fait-il et comment est-ce qu'on peut essayer d'arrêter ça dans la recherche de solutions? Est-ce que des embargos complets, il y a eu des embargos des Nations Unies sur les armes au Darfour, mais pas dans le reste du pays? Alors, je vais revenir sur la question des armes en deuxième partie d'intervention. Je voudrais d'abord redire quelque chose parce qu'on a tourné un petit peu autour du pot sans le dire. C'est qu'on a deux belligérants et ça fait partie du fait de l'inaction internationale vis-à-vis de ce conflit. C'est qu'on place ces deux belligérants sur un pied d'égalité. Or,
ces deux belligérants sont des belligérants qui sont criminels. L'armée soudanaise a une responsabilité historique dans la violence au Soudan, dans la guerre au Darfour de 2003 à 2006. Aujourd'hui, dans la guerre actuelle, elle bombarde des populations civiles, elle oppresse, elle réprime, elle enferme tout un certain nombre d'opposants. Mais de l'autre côté, vous avez donc cette force de soutien rapide qui, elle, fait tout ça, mais en plus, utilise le viol de manière systématique. Il y a des dizaines de milliers de femmes qui ont été violées au Soudan depuis le début de la guerre, qui a commis 2 nettoyages ethniques dans 2 villes différentes depuis le début du conflit, donc à El Geneina en 2023, où il y a eu 15 à 20 000 morts sur une ville de 100 000 habitants, et dans la ville d'El Fasher, où on ne sait toujours pas combien il y a eu de morts, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Ce sont des nettoyages ethniques par balle, donc il faut bien imaginer que ce sont des militants, des soldats, qui exécutent et qui font des fosses communes des milliers de personnes en quelques jours. Donc, sur un strict rapport un petit peu pragmatique, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité les deux institutions. Et l'idée qui est en Occident, mais dans beaucoup de pays, qui dit finalement, ce sont 2 diables donc on ne va pas choisir, est extrêmement problématique et permet au conflit de se perpétuer. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Il y a un moment, il va falloir se saisir de ce conflit, identifier les causes politiques et les points d'appui que l'on pourrait avoir de l'extérieur pour mettre fin à ce conflit. Il ne faut peut-être pas revenir forcément à l'interventionnisme débridé des années 90 à l'américaine, mais le retrait total de l'Europe et d'un certain nombre de pays de ce genre de situation pose aussi des problèmes puisqu'elle permet au conflit de se perpétuer. Deuxièmement, notre inaction n'est pas seulement due à notre volonté de ne pas voir, elle est aussi due au fait que nos alliés dans la région soutiennent les belligérants. Et notamment, et c'est le problème notamment pour la France, mais pas seulement, c'est que les Émirats arabes unis fournissent des armes aux forces de soutien rapide et que les pays européens, les États-Unis, etc., étant des alliés importants des Émirats arabes unis, ne souhaitent pas tordre le bras à leurs alliés. Et c'est pour ça que des armes françaises, mais aussi anglaises, se sont retrouvées au Darfour. Alors ce n'est pas massif, ce sont il y a un petit peu d'armes françaises et anglaises qui se sont retrouvées au Darfour via les Émirats arabes unis, en contravention des accords de sécurité entre la France et les Émirats arabes unis, et entre l'Angleterre et les Émirats arabes unis. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors, il y a des commissions d'enquête qui existent au Parlement, il y a des commissions d'enquête et de suivi des accords de coopération militaire qui existent au MAE. Aucune de ces institutions ne s'est saisie de la question ou n'a soulevé la question auprès des Émirats arabes unis. Pourquoi des armes françaises ou européennes se retrouvent dans ce conflit-là? Et cet exemple montre la volonté de non-intervention des Occidentaux et une politique qui est un peu plus large et qui date des années Obama, parce que c'est lui qui a lancé cette politique, qui est de laisser la prééminence aux acteurs régionaux, aux puissances régionales dans le règlement des conflits dans cette région-là. Et donc les puissances régionales de cette région sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et donc il y a un laisser-faire actuel qui est extrêmement problématique. En effet, il y a un embargo sur les armes mais qui ne s'applique qu'au Darfour depuis le génocide au Darfour de 2003-2006, qui n'est absolument pas respecté et dont le premier pays qui le viole sont les Émirats arabes unis, puisqu'ils ils fournissent des armes, c'est tout à fait documenté par des journalistes, des chercheurs. Ça a même été admis à demi-mot par la diplomatie émirati il y a quelques semaines. Ils font passer massivement des armes en contravention des Nations Unies et de l'embargo sur les armes des Nations Unies. Mais de l'autre côté, l'armée soudanaise s'arme aussi de manière assez massive et utilise ces armes contre la population civile. Il faut comprendre, et je pense que c'est en complément de ce que disait notre collègue tout à l'heure, que le conflit soudanais est un conflit entre 2 belligérants, mais que ces belligérants s'appuient sur des bases sociales et que les 2 belligérants attaquent les bases sociales des autres. C'est pour ça qu'il y a des nettoyages ethniques. C'est pour ça que les civils sont ciblés et que les civils sont une cible légitime dans la tête des belligérants. Et c'est pourquoi ce conflit est d'une telle violence et c'est pourquoi il y a autant de millions de personnes. Donc c'est 15 millions de personnes déplacées et réfugiées, c'est 26 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Les écoles sont fermées depuis 2 ans, 70% des hôpitaux ne fonctionnent plus. Les infrastructures du pays ont été touchées massivement. Donc on est dans une situation qui est extrêmement dure parce qu'on est face à des belligérants qui veulent aller
jusqu'au bout du conflit. Or, face à des belligérants qui veulent aller jusqu'au bout du conflit, quels sont les moyens d'action, quelles sont les possibilités à mettre en place? Alors, de manière très objective, les deux belligérants le disent eux-mêmes, il faut écouter ce qu'ils disent, eux veulent continuer à se battre. Donc, eux veulent continuer à se battre, il y a quelques sanctions qui ont été mises sur certains individus, ça ne marche pas. Ce que les diplomaties pourraient faire, c'est de faire pression sur les sponsors de belligérants, c'est également utiliser les réseaux diplomatiques pour faire pression sur les sponsors, mais quand je parle des sponsors, je ne parle pas seulement des Émirats arabes unis, les RSF, les forces de soutien rapide, pardon, j'utilise l'acronyme anglais, bénéficient d'un réseau diplomatique de soutien dans la Corne de l'Afrique, qui sont le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Tchad. Or, ces pays ont aussi des accords économiques avec l'Europe, avec l'Arabie saoudite, avec d'autres pays qui pourraient utiliser ces accords pour faire pression pour que ces pays lâchent les forces de soutien rapide. Je ne dis pas que l'armée soudanaise, c'est la panacée, mais en l'occurrence, entre deux problèmes, il va falloir quand même penser aux populations civiles qui vivent sous le joug des forces de soutien rapide, et un cessez-le-feu ou une séparation, et accepter qu'une partie de la population civile reste sous le joug de ces personnes-là qui ont un projet suprémaciste. Quand Ahmad Gamal parlait de racisme, c'est une réalité, il y a un projet suprémaciste, raciste, et donc il faut absolument s'opposer à ce futur-là pour le peuple soudanais. Merci infiniment Clément, c'était très clair et très compréhensif. Alors monsieur, je me tourne vers vous parce que en fait les Nations Unies ont été beaucoup interpellées dans ce que vient de nous expliquer Clément Deshaies. Il y a pas mal de rivalités au sein du Conseil de sécurité qui expliquent peut-être que des feuilles de route et des plans de paix soit n'aient pas vu le jour, soit aient été caduques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelle serait pour vous votre solution pour que le Soudan retrouve la paix? Alors, et monsieur, vous avez botté en touche sur les Nations Unies. Est-ce que le Conseil de sécurité peut faire quelque chose où ces rivalités en son sein l'en empêchent?
Bon, je suis sûre qu'il y a maintenant beaucoup de questions dans la salle. La dernière demi-heure un peu entamée, excusez-nous, est à vous. Je vous en prie, allez-y, lancez-vous et posez toutes les questions que vous avez envie de poser sur ce conflit. Alors, oubliez, ignorez, donnez-moi votre sentiment. Donnez-nous votre sentiment. Moi, j'ai pas vraiment une question, j'ai juste une surprise, une remarque à partager. Peut-être les intervenants dans la salle pourront rebondir. Je suis assez surprise que nous avons eu deux intervenants qui nous ont effectivement démontré en quoi les FSR et l'armée soudanaise n'étaient pas exactement à mettre au même niveau, et que la dernière prise de parole nous donne une version qui est qui les met face à face dans le même. Donc peut-être, je veux bien que les intervenants qui montraient en quoi il y avait une différence et que peut-être il fallait, qu'il y avait des pistes à creuser là-dessus, puissent réexpliquer pourquoi elles défendent ce point de vue-là, pourquoi il est en lien avec la situation et notamment la défense des plus vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous réappuyer ou reparler en tout cas, et de l'intérieur de ça. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais... Monsieur Oulabdallah, vous êtes interpellé. Je ne sais pas si vous avez pu bien entendre l'intervention de la dame dans le... Ah, pardon. Pardon. Alors, je vous passe la parole. Déjà, sur le NATO, c'est pas le même. En fait, l'armée soudanaise, c'est l'armée nationale. Hein. C'est comme toute l'armée qu'on peut trouver dans n'importe quel pays et qui est censée en fait protéger la population et garder les frontières et contrôler les frontières, etc. Alors qu'en fait, la force de soutien rapide, même dans le contexte en fait de sa création, a été créée en fait pour massacrer la population, en fait pour commettre des génocides. D'ailleurs, en fait, c'est un groupe qui a été créé par l'ancien régime. Et ça, c'est quelque chose qui fait tout un débat. Est-ce que c'est une milice qui a été créée par l'armée soudanaise ou a été créée par l'ancien régime? Nous sachons qu'en fait, quand on parle de l'ancien régime, il a utilisé l'armée soudanaise comme une institution en fait, sur laquelle il a appuyé pour rester au pouvoir. Mais à la base, en fait, c'est un groupe politique en fait. Et donc, c'est une milice qui a été créée par l'ancien régime et qui a pour l'objectif de se battre contre la rébellion dans les régions de Darfour. Et jusqu'à là, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont pris les armes contre l'État. Et donc, l'État, il va confronter ce groupe, en fait, pour assurer la souveraineté, en fait, sur le territoire. Or, ce groupe, en fait, il a passé complètement à côté de la blague en massacrant de la population et en commettant de crimes, en fait, contre l'humanité tout au long des années, en fait, 2000. D'ailleurs, en fait, dès le début des années 2000, ils ont brûlé en fait 20 ou centaines de villages et avec un bilan qui est très lourd en fait, en termes de morts, de déplacements, de génocides, etc. Donc c'est pas quelque chose en fait, qui a commencé en fait, qui est aujourd'hui. Et à l'époque, c'était toujours en fait en coordination ou sous le silence en fait de l'armée soudanaise. Ce qui est particulier en fait, dans ce contexte, c'est que les forces de soutien rapide, il commet ce crime en fait à son propre nom parce qu'il est en conflit avec l'armée soudanaise. Donc tous les crimes qui ont été commis ces dernières années et surtout après 2023, c'est au nom de forces de soutien rapide. Donc quand on regarde la réalité à partir de 2023 et jusqu'à nos jours, combien de villages qui ont été brûlés, combien de massacres en fait qui ont été commis, et quelle est la réalité en fait de l'armée soudanaise sur le terrain et quelle est la réalité des forces de soutien rapide, on se rend compte quand même que la réalité n'est pas la même. Dernière chose, souvent aussi on a la tendance de parler de groupes ou des pays qui soutiennent l'armée soudanaise et le groupe ou les pays qui soutiennent la force de soutien rapide. Alors que ce n'est pas le même quand on parle en fait d'un pays qui soutient un pays qu'un pays qui soutient un milice. Ce n'est pas les mêmes en fait. C'est toujours en fait problématique, mais ce n'est pas les mêmes statuts ni avec les mêmes natures. Clément, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il ne faut pas refaire une fois de plus l'erreur de renvoyer les belligérants dos à dos. Parce que c'est ce qui a été fait aussi dans l'histoire soudanaise. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ahmad Gamal, parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai mentionné les nettoyages ethniques commis par les FSR. J'ai aussi mentionné les crimes de l'armée soudanaise. Dire que l'armée soudanaise est moins pire ne doit pas l'exempter d'une forme de responsabilité et de comptabilité à la fin de la guerre sur ses propres crimes. Néanmoins, renvoyer les deux dos à dos, c'est finalement ce qu'on a fait pendant très longtemps au Soudan, c'est-à-dire promouvoir des formes d'accords de paix libéraux, c'est-à-dire où on prend les différents groupes armés, on fait une petite répartition des postes entre les principaux chefs militaires. À la fin, on dit qu'on a fait une paix et 2 ans après, la guerre reprend. Il y a un moment, si on ne s'attaque pas aux questions politiques, si on ne prend pas les racines politiques des conflits et qu'on prend juste les deux belligérants comme étant des belligérants soutenus par des pays, donc finalement tout le monde a la même légitimité, et ben finalement on finit par promouvoir les mêmes systèmes de résolution de paix qui n'aboutissent à rien et à la perpétuation de la guerre au Soudan. Vous voulez juste rajouter quelque chose rapidement? Oui. Très rapidement, pour schématiser, pour éviter quand même qu'on reste dans notre analyse profonde, la question de madame est de savoir comment distinguons-nous les deux factions. En fait, il y a tout simplement une faction, une armée régulière, hein, et il y a eu, ils l'ont bien expliqué, un historique qui a contribué à créer les FSR. En fait, la crise, le déclenchement... Qui devait, si je peux me permettre de rajouter, qui devait être intégré. Qui devait être intégré. Qui devait être intégré, c'est l'origine du conflit. Le déclenchement de la situation, à la base, c'était ça. Donc, il y a une armée régulière, il y avait de fait, on peut l'appeler milice, force de soutien rapide, tout ce que vous voulez, mais il y a eu une action quand même de négociation au départ pour pouvoir intégrer les forces de soutien rapide. Mais les accords ne convenaient pas au patron de FSR, tout simplement. Et c'est comme ça que les choses ont parti. On n'est pas d'accord. Et c'est aussi surtout parce que le FSR s'est senti finalement dépouillé du pouvoir qu'il avait auparavant. Voilà. Donc, pour schématiser, hein, je ne dis pas que c'est aussi simple, mais pour que notre public comprenne, parce que nous ne sommes pas trop dans les analyses profondes, c'est un peu cela l'historique de la situation. Il y a une question là, monsieur. Oui, je pense que le malheur du Soudan, c'est qu'il est riche, en fait. Riche en minerais, riche en or, etc. Et donc, ça attise forcément des pays, des puissances internationales. Et vous avez été assez long à dire que les États arabes unis et l'Arabie saoudite étaient derrière cette milice qui effectivement concourt par racisme aussi, hein, d'exterminer. Et je crois que si en France, moi j'ai essayé, hein, on a fait une marche à Rouen avec l'ensemble de la communauté soudanaise, j'étais le seul maire présent. Et je pense que si en France les médias se taisent, c'est parce qu'on a une relation très forte avec les Émirats arabes unis. Voilà, c'est mon point de vue. Effectivement, ça pourrait être un éclairage pour cette guerre ignorée. D'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Allez-y, lancez-vous. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le conflit du Soudan? Moi, juste une question, voire même une double question même. D'une part, et je m'adresse à tout le monde, est-ce que vous en voulez un peu aux médias, à l'ONU, plus généralement au reste du monde même, d'avoir mis à ce point à l'écart et de le faire encore le Soudan et d'être un peu injuste? Et deuxièmement, c'est quoi vos perspectives par rapport à l'acheminement de la guerre? Enfin, comment vous pensez que ça va se finir, si ça va se finir, et si oui, dans quelles circonstances? Enfin, c'est quoi vous anticipez quoi? Alors, et peut-être prendre la question de monsieur, il voulait intervenir sur un point. Oui, excusez-moi, mais j'ai toujours pas très bien compris quand même quelles sont les différentes bases sociales auxquelles se réfèrent les uns et les autres.
Je vais reprendre. Non, il n'y a pas de problème. Les deux bases sociales, pour être très basique, clair, l'armée soudanaise est issue des élites politiques nord-soudanaises, riveraines de la vallée du Nil. Donc ce sont des groupes arabes majoritairement et plutôt qui appartiennent aux élites de ces groupes arabes. On retrouve dans le recrutement de l'armée essentiellement des gens qui, dans l'armée des officiers, pas de la piétaille. La piétaille est recrutée dans les marges du pays. Mais les officiers sont recrutés dans ce groupe social-là. D'accord ? Pour les forces de soutien rapide, l'essentiel de leur recrutement est constitué d'Arabes de l'ouest du pays. Donc de groupes arabes, de différentes tribus. C'est extrêmement compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, de groupes arabes de l'ouest du pays. Sachant qu'il y a certains groupes arabes de l'ouest du pays qui soutiennent l'armée, qui ne sont pas d'accord entre eux et qui se battent entre eux. Donc on ne va pas... voilà. Mais si on peut, de manière très schématique, voilà, ce sont les deux groupes. Et la guerre est évidemment... votre remarque sur l'ethnicisation du conflit est extrêmement importante. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui sont plastiques, c'est-à-dire dont les frontières sont poreuses. On a tendance, quand on analyse les choses, à rigidifier, à réifier les choses, alors qu'il y a beaucoup plus de circulation. Mais le conflit crée de la rigidité dans ces groupes. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie des élites nord-soudanaises qui étaient pro-révolutionnaires, anti-armées, etc., mais qui, face à l'injonction de l'unité nationale, face à l'ennemi qui vient de l'Ouest et qui est en train de massacrer, qui est en train de violer, etc., a serré les rangs autour de l'armée. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ces groupes sociaux, tout le monde soit d'accord avec l'agenda politique des belligérants. Vous avez des critiques internes, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des gens qui se retrouvent enrôlés parce que socialement il faut aller se battre avec son groupe, mais qui n'en ont absolument pas envie et qui ne partagent pas les objectifs politiques de l'un ou de l'autre. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Clément, je vous rendrai la parole tout à l'heure, mais pour répondre à la question de monsieur, alors dans ce genre de conflit qui dure, comme disait très bien monsieur Ould Abdallah, et qui deviennent en fait, qui ont après une base très, basée sur le commerce et le trafic, en général, on fait des scénarios. Et je vais vous en proposer un parce qu'il vient de sortir justement sur, donc d'ici à la fin décembre, voilà comment la situation pourrait évoluer. Et après, je vais demander à chacun de nos intervenants dans lequel de ces scénarios il pense qu'on va aller. Donc, ça a été émis par un organisme qui s'appelle ACAPS. Vous pouvez trouver ça en ligne. Donc, c'est 4 scénarios possibles. Le premier, c'est celui de l'enlisement et de la fragmentation. Donc, dans ce scénario, aucun camp, ni les FAS, ni les FSR ne gagnent. Donc, c'est le statu quo. Et donc, le conflit s'enlise dans une guerre d'usure prolongée. Ça, c'est le premier. Avec, bien sûr, des conséquences en termes d'impact humanitaire. Le deuxième, c'est la reprise de contrôle des FAS, c'est-à-dire que les forces de l'armée soudanaise prennent le dessus militairement. Donc, ce scénario envisage une offensive majeure et réussie donc, de ces FAS pour reprendre le contrôle des zones clés. Et ça a bien sûr aussi un impact humanitaire. Le troisième scénario, c'est celui de la partition de fait et la régionalisation. Le Soudan se divise de manière plus formelle en zones d'influence distinctes, rappelant un petit peu le modèle libyen que M. Ould Abdallah donc, évoquait tout à l'heure, le risque que ça évolue vers une partition encore plus prononcée. Et donc là, bien sûr, le Darfour est une partie du Kordofan dont on n'a pas du tout parlé. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, pour être impacté beaucoup plus directement. Et enfin, le dernier scénario, c'est celui du chaos généralisé, c'est-à-dire la désintégration et l'anarchie totale, où là, on continue, c'est le scénario du pire, on continue à massacrer à tout va, voilà. Et il y a un effondrement total des structures de commandement des deux camps principaux. Donc Clément, je vous repasse la parole. Dites-nous un petit peu comment vous voyez évoluer la situation.
Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, le scénario qui me semble le moins probable, c'est la désintégration, sachant que l'objectif de tout le monde est la prise de l'État et la prise du centre pour assumer le pouvoir sur l'ensemble du pays. Donc aujourd'hui, un scénario de désintégration, de chaos, etc., me semble assez peu probable. Malgré tout, ce qu'il faut noter, c'est que militairement, aujourd'hui, via les soutiens régionaux de chacun, on est sur une forme d'équilibre militaire où aucun des deux belligérants n'arrive à prendre le dessus et n'arrive à projeter d'offensive qui arrive à vraiment changer le cours de la guerre. Puisque dans les derniers mois, donc, les FSR ont gagné une grande bataille à El Fasher en massacrant une grande partie de la population, et l'armée soudanaise a progressé au Kordofan. Donc il y a des gains et des pertes des deux côtés, et on est habitué un petit peu à ce mouvement de va-et-vient depuis 3 ans, avec aucun des deux belligérants qui arrive réellement à prendre le dessus. Donc, un scénario de partition de facto qui ne soit pas reconnu, et malheureusement aujourd'hui ce vers quoi on se dirige, parce qu'il y a un gouvernement de chaque côté pour chaque belligérant sur chaque zone, alors qu'ils ne sont pas les mêmes gouvernements. Il y en a un qui fonctionne à peu près et l'un qui ne fonctionne quasiment pas du côté RSF. Néanmoins, c'est quelque chose pour lequel il faudrait s'inscrire en opposition, puisque ça va être très compliqué pour les populations civiles. Et on a vu avec la Libye que ce genre de séparation de facto finit par s'installer dans la durée et continue à nourrir le conflit et continue à nourrir les violences, et également permet aux militaires et aux miliciens de se maintenir au pouvoir au nom de la guerre. Donc c'est quelque chose sur lequel qu'il faudrait éviter. Oui, à vous, Ahmad, je vous en prie. Alors, les 4 scénarios, c'est soit le statu quo, soit la victoire des FAS, soit des partitions, ce sur quoi commentait Clément, soit alors le chaos le plus total. Non, moi je m'associe en fait aux réflexions de l'organisation révolutionnaire au Soudan, et qu'ils ont fait un travail qui est assez remarquable et très important, et qu'on a appelé une charte révolutionnaire pour sortir de la guerre. En fait, c'est un document qu'on l'a traduit en français et que vous pouvez le retrouver sur le site de Soutfa Media, en fait, en tapant sur Internet. C'est un document en fait, voilà, qui déjà il fait un état de lieu en fait, voilà, sur l'histoire des guerres au Soudan, mais aussi comment on est arrivé à cette situation et comment on peut s'en sortir. Du coup, c'est une vision qui est soudanaise, en fait, qui a été pensée par des jeunes, en fait, voilà, qui font, ou le majoritairement, en fait, voilà, ils ont le même âge que vous, et qu'ils ont vu qu'en fait, voilà, cette guerre, ils ont l'intérêt, en fait, voilà, de sortir le plus rapide possible, parce qu'ils ont envie de construire leur vie, ils ont envie, en fait, voilà, de continuer et poursuivre leurs études, etc. Donc, vraiment, c'est une réflexion qui est très importante et qui nous permet, en fait, voilà, d'éviter, en fait, toutes les initiatives et toutes les réflexions qui viennent de l'étranger et qui souvent, en fait, ils sont déconnectés de la réalité, en fait, de la sociopolitique au Soudan. Donc, si il y a c'est les questions en fait dans laquelle est les perspectives en fait voilà, pour sortir de cette guerre. Moi je pense que voilà, il faut s'appuyer sur le document en fait voilà, du comité de résistance qui a intitulé les chartes révolutionnaires pour sortir de la guerre, que tout se retrouve dans le titre. Le retour au peuple. Souleymane, vous voulez donner votre point de vue là-dessus sur de nature, je suis optimiste comme tous les humanitaires et je me méfie toujours des listes comme ça d'hypothèses. Et donc j'en proposerai, si vous me permettez, un dernier scénario qui n'est pas évoqué, celui où tout le monde se fatigue, ils ne voient pas l'intérêt de continuer et ils s'arrêtent, ils se disent il faut qu'on se récupère. Ils font une négociation parce que toute guerre, même les guerres mondiales, à un moment donné, se sont arrêtées par des négociations. Ils négocient malgré tout et le pays repart grâce peut-être effectivement à la société civile qui sera impliquée là-dedans avec cette idée de révolutionner le pays et que le Soudan se retrouve finalement sans aucune partition, aucune. Alors monsieur, voilà. Je termine avec vous. Donc, est-ce que vous y croyez à cette paix des braves
que Souleymane Abagana vient de nous évoquer pour que, en fait, le conflit s'arrête au Soudan, faute de combattants d'une certaine façon? Absolument, oui. Est-ce que vous croyez à une paix des braves au Soudan? Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Oui, je disais, la question, c'est, on a passé en revue les différents scénarios possibles pour comment ce conflit pourrait évoluer. Notre dernier intervenant, l'humanitaire, Souleymane Abagana, a dit qu'un scénario qui n'était pas évoqué était celui de la paix des braves. C'est-à-dire que finalement, il y a des négociations entre les deux belligérants et on arrête de se battre. Est-ce que vous y croyez? Souleymane vous dit que ça n'arrivera pas. Très bien. Vous avez pu avoir un large éventail donc d'opinions sur ce conflit du Soudan très compliqué, comme vous l'avez constaté. Désolé pour ceux qui avaient encore des questions. Nous sommes arrivés au terme donc du temps qui nous était imparti. Je voudrais juste terminer par rapport à donc la problématique qui était posée, celle de savoir si le conflit au Soudan était un conflit oublié. Je reviens à Ala Salah, la fameuse égérie, donc, que l'on appelle aussi la Kandara, ça veut dire reine nubienne. Elle disait au moment donc, de la révolution, la balle ne tue pas, c'est le silence qui tue. C'était son slogan pour protester contre le silence des Occidentaux par rapport à ce qui était en train de se passer. Voilà, je vous le laisse méditer de façon à ce que le conflit au Soudan ne soit plus ignoré. Merci beaucoup.